Oggi per te non brilla più sole, o sala mia, e al contemplarti mi si stringe il cuore. Non vedo più le tue merlate torri, svettanti verso il cielo, né la mole del tuo sacro tempio bicentenario. In te non c'è più vita per l'immane tragedia di una notte, ma una pietra sull'altra ti sommerge, frattando ombre di uomini vaganti, annaspano tuoi sassi senza vita, e le lagrime scendono dagli occhi, incontenibili e ardenti. Quanti ricordi, quanti sogni vani vengono in te sepolti, o sventurata terra dei miei padri, ma ciò che mi tormenta è il domani più oscuro e senza volto. Il est impossible de décrire l'histoire de cette ville sans la contribution de compagnons de voyage exceptionnels et sans la sollicitation du général de brigade des Carabinieri, Michelangelo Campanozzi, qui, en 1968, était un lieutenant en mission de secours et d'assistance sur le territoire. C'est lui qui a suggéré de rappeler deux figures méritoires. Padre Pio des Pères passionnistes de Rome, qui, tournant sans relâche dans les rues pendant tout l'après-midi, sauva une grande partie de la population en l'incitant à quitter le centre habité, et le docteur Francesco Mulè, médecin actif et de grande professionnalité, lequel, s'étant rendu compte de la tragédie, s'exposa avec courage au risque d'effondrement de plusieurs édifices croulants, tels que l'Ospedaletto et le domicile de Monseigneur Paolo Caronna, pour sauver des vies humaines des décombres, leur épargnant ainsi une mort certaine. C'est ainsi que Monseigneur Vincenzo Di Giovanni décrit le territoire dans son volume Vestigi antichi in Salaparuta e nel suo territorio. Situé sur la rive droite du fleuve Belici, sur les flancs d'une colline qui regarde à l'est et au sud, descendant légèrement des deux côtés jusqu'au pied d'autres collines qui s'approchent du fleuve. Et la terre entoure l'ancienne et majestueuse forteresse qui se dresse au bord de la falaise qui forme le sommet de la colline. Elle est également défendue au nord par une colline plus élevée, sur le flanc de laquelle, tournée vers l'est, s'étend une partie de l'agglomération. La zone est délimitée par les monts Balatizzo, San Vito et Porcello, avec la forêt de Sinapa et par une grande vallée traversée par le fleuve Belice, et elle confinée avec Santa Ninfa, Contessa Entellina, Poggioreale, Santa Margherita del Belice, Montevago, Partanna et Gibellina. L'histoire de ce territoire date de plusieurs milliers d'années. Les premières installations remontent au néolithique. Sur le mont Balatizzo ont été retrouvées des pierres sacrées et des autels primitifs. Y ont vécu successivement Sicans, Élymes, Grecs, Romains, barbares et Byzantins. Ce fut la civilisation arabe qui laissa les traces les plus marquées. Sources d'eau et terrains fertiles permirent d'implanter cultures et jardins et de construire moulins, cubes et hameaux. Le long de la route de Ranta, l'une des principales artères de ce territoire, où étaient conduits les animaux surpris sur un pâturage non autorisé pour être rachetés par leurs propriétaires, se développèrent autour du IXe siècle après Jésus-Christ les hameaux Sala et Rahalel Merat, et non loin ceux de Belish et Tarouche. Au cours des années, ils furent abandonnés ou déplacés, probablement à cause de l'air peu salubre,
donnant ainsi naissance au quartier Rabattedi et Atareddu dans le hameau de Rahalel Merat. D'autres furent construits, Castellazzo, Cautali et Seggia di Iuturco. Sur la Ranta, sur un haut roc de tuf, se dressait une ancienne tour d'époque romaine tardive qui contrôlait le trafic et, devenu par la suite au Moyen-Âge, le château à l'origine du développement du village urbain qui couvrait les terrains jusqu'à la vallée. L'avènement du régime féodal détermina un durcissement de la vie politique et économique, entraînant ainsi de graves états de pauvreté parmi la population. Il suffit de penser aux luttes intestines entre les familles Chiaramonte et Ventimiglia qui ont abouti à des actions telles qu'incendies de récoltes et de forêts. Salaparuta fut reconnue comme agglomération urbaine en 1180 en pleine domination normande. Par la suite, d'autres peuples comme les Aragonais et les Angevins renforcèrent le pouvoir féodal des barons qui, d'usufruitiers, devinrent les maîtres du fief. En 1370, un Chiaramonte décida de fonder un village dans la zone de Santa Caterina, Gebel Srir, l'actuelle Gibellina Vecchia. Les habitants de factions opposées, craignant des invasions, construisirent un petit mur d'enceinte, doté d'au moins 3 portes, et posèrent au-dessus du château un canon pointé sur le village qui correspond à Gibellina Vecchia. En 1503, la zone du village s'enrichit du quartier Ligno Duci grâce à Girolamo Paruta. En 1625, Francesco Agliata commence la construction du quartier Carruba. À partir de photographies historiques, on relève que le mur d'enceinte fut construit avant les rues. Devant édifier les nouvelles habitations, il fut démoli et provoqua une dénivellation comblée successivement par une série de marches visibles encore de nos jours dans différentes zones du village. Il y avait 2 points d'approvisionnement en eau potable, un sur la Piazza della Fonte où les femmes laborieuses de Salaparuta se rendaient munies de la rutedda et les lourdes quartare sur la tête. Un autre point était sur la place du marché, lieu de vie sociale situé dans le quartier dit Alicannola, où jusqu'au milieu du XVe siècle s'effectuait l'achat et la vente des animaux. S'y ajoutèrent par la suite le marché aux poissons, fréquenté par des habitants de Mazara et de Sciacca, ainsi que les bains publics. À l'extérieur des murs, dans la rue Conceria, il y avait une zone commerciale appelée Cunzaria. Là, les peaux des animaux étaient macérées dans l'eau et tannées pour obtenir la matière première. Dans la même zone, on produisait les quartare. Autour de 1520, l'agglomérat urbain commence à se développer également avec la requête de la famille Paruta qui veut obtenir l'ius edificandi pour utiliser un espace face au quartier de la Cunzaria. L'histoire raconte le climat brûlant qui régnait entre les familles Chiaramonte et Moncada dans la gestion du territoire, dans la tentative de rafler le plus de terrain possible. Étant donné qu'il a été d'abord une principauté et puis un duché, Salaparuta a toujours bénéficié de protection, de renommée et de richesse. Au fil du temps, le château prit le nom de fortin et de forteresse, car il avait été conçu comme une édification militaire plutôt que baroniale, munie d'une tour carrée et de 2 rondes plus petites. Toutes les tours étaient reliées à travers des allées. D'autres ont été retrouvées lors des travaux de construction du Corso Monsignore Vincenzo di Giovanni et reliées à de probables voies d'évacuation du château. Au Moyen Âge, il appartint à la famille de Erigo Abate, très célèbre à Trapani.
Au XVe et XVIe siècle y vécurent les Paruta qui apposèrent leurs armoiries sur la porte principale en ogive qui s'ouvrait sur le côté occidental. C'est à eux que l'on doit probablement la jonction de la tour carrée avec les mineurs, à travers d'amples salles avec la conséquente formation d'une tricelle qui délimita une grande cour interne. Ensuite, le château fut également habité par la famille Aliata. En 1820, commença un procès entre la commune et le duc de Salaparuta et ses descendants les ducs de Cesaro. L'hôtel de ville y siégea jusqu'en 1821 pour s'établir ensuite face à l'église mère, occupant ainsi une grande partie de l'ancienne place. Et là, il fut reconstruit en 1950 sur 2 élévations. Avec le départ du dernier duc de Salaparuta, le château perdit la caractéristique de point de référence et la situation du lieu commença à décliner. La population était fatiguée de la gabelle et des querelles apparaissaient pour l'usage des droits civiques. La concession du fief prit fin en échange de services et de nombreux paysans, après avoir souffert de la faim, émigrèrent malgré que les caricaturi fussent pleins de blé. Après 1821, il devint résidence privée jusqu'en 1955. La dernière présence est celle de la famille Crocchiolo. En effet, le dernier Aliata se réfugia à Santa Flavia, à la villa du notaire Chauri, et pour le remercier, il lui offrit le château, après l'avoir nommé administrateur de tous ses fiefs. Et c'est ainsi que Chauri arriva à Salaparuta, accompagné de sa jolie fille. Un des Crocchiolo en tomba amoureux et épousa la fille du notaire, devenant ainsi le propriétaire du château. En 1954, le château, qui était à l'abandon, devint la propriété de la municipalité qui décida de l'utiliser comme école primaire. Aujourd'hui, il reste la base de la tour carrée et une partie de la muraille, ainsi que de nombreuses ruines accidentées de l'établissement scolaire. Un entrepôt était attenant auquel on ne pouvait accéder que par l'extérieur et un moulin à huile. L'entrepôt était contre la muraille, il était doté de fenêtres et possédait une grande cour interne avec une maison tout autour. Le 14 janvier 1968, la tour fut ébranlée et des morceaux de parapet et un angle tombèrent. Le lendemain, à 3 heures, elle s'écrase au sol et marque ainsi la fin de Salaparuta. À cette époque, les quartiers qui composaient l'agglomérat urbain étaient Atareddu, Rabbateddi, Lignoduci, Caruba et Cappuccini. Dans la partie la plus ancienne de la ville, dans une des innombrables rues qui coupaient les remparts, il y a encore les restes des entrepôts d'une des familles les plus nobles de Salaparuta, qui compte parmi ses membres un ministre et un préfet, les Messeri, comme le raconte M. Gaetano Sant'Angelo, facteur de Salaparuta à l'époque du tremblement de terre. Il se souvient du lieu où le père du docteur Baldo Graffagnino avait son magasin et où était son domicile. Il raconte également qu'à proximité de l'église mère existait une des plus belles églises qui était déjà en état de dégradation bien avant le tremblement de terre. L'abbaye et son couvent et une église du XVIIe siècle des Sœurs de Maria. Il raconte également qu'étant donné qu'il s'agissait d'un petit centre d'environ 3800 âmes, à la sortie de l'école, il y avait beaucoup de gens qui se promenaient tranquillement. Il raconte que sous le château devrait exister un tunnel qui le reliait à Salavecchia, dans la zone en aval du village, et que dans un endroit secret aurait été cachée une poule et 12 poussins en or. Au cours des années, beaucoup de gens se sont mis à sa recherche, surtout dans les passages murés où les torches s'éteignaient à cause du manque d'oxygène. Son père fut l'un des explorateurs qui s'aventura dans les souterrains jusqu'à proximité de la Via Roma où l'on entendait passer les chars agricoles. C'était le seul chemin qui permettait à ces engins de pouvoir passer.
Évidemment, s'agissant de la découverte d'un trésor caché, personne n'a jamais trouvé la poule et ses poussins. Tout autour, il y a d'autres vestiges d'édifices qui, du côté opposé à l'entrée principale, sont enterrés à cause de la dénivellation du terrain. Giuseppina La Rocca localise exactement où elle habitait. Non loin du collège des Sœurs de Marie, vers la vallée, suivait une rangée d'entrepôts, sa famille louait les tables et le poulailler. Elle raconte qu'à la secousse de 13h29, tout le monde sortit et vit le clocher et le drapeau de l'église mère qui se balançaient, et un gros rocher tomba devant la porte de la maison. Ce fut un moment de grande peur. Elle partit se documenter sur les secousses sismiques et elle lut que si une autre secousse se produisait avant 1 heure, elle serait catastrophique. Alors, elle dit à sa mère de se dépêcher de déjeuner, ce qu'ils firent rapidement. Après environ 1 heure, il y eut une deuxième secousse. Son père libéra la mule et ils sortirent immédiatement à l'extérieur pour se rendre sur l'esplanade à Tareddo. En remontant le temps, cette rengaine affleure à son esprit. Bambinetta, balla balla chi lo chiama tutto luto. D'un nipote luto piduzzo nasce la menta e lu basilico. En entrant dans la partie noble de la ville, à travers Via Matrice et puis Via Castello, on arrive devant le porche latéral d'accès au château. C'était un élégant double bossage avec un grand portail en bois massif, remplacé après la restructuration par un portail en fer. Pour se rendre à l'église, les femmes non mariées ne montaient pas par l'escalier principal, mais transitaient par cette porte où se tenaient les hommes célibataires pour les voir passer. Si la femme lançait un regard, alors le geste représentait un signe positif. La structure du château tournait en fer à cheval, c'était quelque chose de très élégant. Les détails se trouvent dans le testament de l'intendant. Il avait de nombreux salons aux parois décorées de draperies, de magnifiques carrelages de faïence, des meubles anciens de grande valeur, des trousseaux et des colliers en or de plus d'1 mètre de longueur. À ce jour, il présente une des fenêtres à meneaux qui fut cachée par une cloison en 1954 durant les travaux de réadaptation à l'école publique. Avec les éboulements du tremblement de terre, elle ressurgit à la lumière. L'architecte Giuseppe Verde raconte avoir réalisé un essai archéologique dans l'entrée du château avec un groupe de volontaires et d'archéologues afin de vérifier l'existence de traces d'un souterrain, mais sans aucun résultat. Du château ne reste que le souvenir d'un énorme salon à arceaux, plusieurs pièces à l'étage supérieur, en bas une partie destinée aux cuisines et logements d'autres familles moins nobles. Il y avait également la chambre du sirocco où on restait au frais par journée de vent chaud. Au croisement de Via Matrice avec Via Castello, on accède latéralement à l'église mère. Il reste les bases des piliers des nefs et les structures des autels latéraux. À plan basilical à 3 nefs, transept et coupole, elle était dotée d'une façade très élancée dans la partie médiane, typique du baroque sicilien. L'architecte Giuseppe Verde se souvient des rues qui arrivaient devant l'escalier principal, Via Rosario di Lorenzo et Via Dottore Diego Fazzino. Dans un projet jamais réalisé, ces dernières auraient dû se rejoindre sur une place pour rendre la façade encore plus scénique. La structure dérivait de la rénovation et de l'agrandissement de la vieille église, laquelle probablement aurait été au XIIe siècle l'antique chapelle du Crocifisso, originairement chapelle du Castello, documentée en 1436 et dédiée à Santa Caterina d'Alessandria, à laquelle les Paruta étaient très dévots.
Elle aurait pu avoir toutes les caractéristiques d'une église. Enrichie de stucs réalisés par les artisans provenant de Bisaquino, elle fut choisie au XVe siècle par un aliata pour les noces avec les princes Grafeo di Partana. De 40 mètres de longueur et 21 mètres de largeur, les travaux commencèrent en 1610. La façade baroque était très haute et outre des escaliers classiques sur les côtés, il y avait 2 tours d'escalade, 2 escaliers en colimaçon et une très belle horloge qui donnait sur la vallée. Elle fut complétée après 1834. L'escalier d'origine était en éventail et arrivait devant la porte de l'église. Depuis 1931, elle représenta le décor naturel de nombreuses photographies souvenirs de mariage, communion, confirmation et funérailles. L'église, très harmonieuse avec un intérieur de style composite, disposait de 13 autels recouverts de marbre et enrichis d'œuvres d'art de valeur. Dans les niches étaient placés le crucifix, les fonts baptismaux et sur le côté opposé le tabernacle. Les marches de l'autel principal n'étaient pas de marbre mais de pierre calcaire qui s'est détériorée sous l'action des intempéries. La sacristie a probablement accueilli à partir de 1700 Sainte Caterina d'Alessandria, une statue en marbre datant de 1350 qui, par erreur encore aujourd'hui, est considérée être la reine Blanche de Navarre, présente en Sicile autour de 1411. L'on croit que la statue soit arrivée grâce au Paruta et qu'elle faisait partie d'un grand cénotaphe d'école toscane sculpté à Naples puis démonté. En effet, on remarque la partie postérieure incomplète. Il manque également les éléments typiques qui caractérisent la sainte dans l'iconographie. La roue du martyr et la palme ont certainement été détruits durant les années. On dit également qu'elle aurait été reprise par Bartolomeo Berrettaro, sculpteur toscan de la seconde moitié de 1400, installé en Sicile, afin de lui donner une image différente. Elle fut endommagée par le tremblement de terre puis restaurée. Gaetano Sant'Angelo se souvient que, sous la sacristie, se trouvait le moulin à huile de Giovanna Bonanno. À Sala Paruta existaient plusieurs huileries, une desquelles appartenait au grand-père de l'assesseur Anna Maria Crocchiolo, associé avec le docteur Di Giovanni. Derrière la sacristie est visible Ucaricaturi, construit par le prince au XVe siècle, près du château et à l'ouest sur toute la longueur de l'église mère. Une sorte de coopérative pour le blé où se rendaient les paysans 2 fois par an. D'abord pour entreposer la récolte, après pour charger le blé avant les semailles, mais également pour en prélever une partie en vue de la fabrication du pain. L'assesseur Anna Maria Crocchiolo raconte que l'on disait aussi un magazzino grande. Quand fut réalisée l'église mère, le banc en tuf du bastion fut coupé pour aménager la route latérale d'accès pour les caricaturi. De là partaient les canaux d'écoulement des eaux de pluie qui étaient utilisés souvent par la population en cas de fuite. Probablement même sous la tour existaient des locaux distants du château utilisés pour conserver du matériel en tout genre et également pour garder quelqu'un en isolement.
Autour de la moitié du XVIIe siècle, les relations civiques entre Gibellina, affiliée à Poggioreale, ancien fief de Salaparuta, et Salaparuta furent à couteau tiré et durèrent jusqu'au XIXe siècle. Les deux factions ne cessèrent pas de se faire des brimades, même avec des impositions douanières pour les passages sur le territoire et pour l'utilisation des eaux qui passaient des 3 moulins de la Tremula. Ceci car Salaparuta, étant riche en eau, l'était également en moulins, indispensables pour la mouture des céréales, spécialement le froment. Historiquement, les premiers en pierre polie et rotative étaient confiés à la force animale. Successivement, ils fonctionnèrent à eau, puis à force motrice, à explosion ou électrique. La reconstruction du moulin à la nouvelle Salaparuta correspond à celui qui se trouvait à l'intérieur du magasin du XVIIe siècle qui appartenait au prince, passé aux mains des Camineci qui le transformèrent en moulin électrique. En général, on comptait environ 8 moulins, 3 à la Tremula, 2 qui passèrent à Poggioreale, les 2 autres en aval, témoignage d'une dense activité rurale, et puis le moulin Cicoria qui fut démoli durant la réalisation de la voie ferrée. Devant l'édicule édifié en souvenir des larmes du cœur de Jésus, l'assesseur Anna Maria Crocchiolo raconte que bien qu'elle n'ait eu que 9 ans, ses souvenirs sont assez nets. En novembre 1956, au domicile de Carmelo Sancetta et Gina Roppolo, mariés sans enfants, au 16 de la rue Dr Antonio Gullo, la dame remarque la présence inexpliquée de nombreux petits vers que les vétérinaires ne connaissaient pas et résistant à toutes sortes d'insecticides et de désinfestations. Ils disparaissent définitivement le 13 janvier 1957, juste quand la dame Gina, en refaisant le lit, s'aperçoit que la tête d'oreiller était mouillée. Instinctivement, elle lève les yeux et voit que la tête de lit, avec l'image du Sacré-Cœur de Jésus, larmoie et suinte. Ces jours-là, ce qui se produisit à Salaparuta fut semblable à un événement miraculeux. Il est relié à la triste histoire du tremblement de terre puisque le larmoiement eut lieu les 13, 14, 15 et 25 janvier 1957 et le tremblement qui détruit Salaparuta se produisit 11 ans après, les mêmes jours. Après la série des épisodes, la tête de lit fut transportée à l'église mère et resta ensevelie sous les décombres. Les jours du larmoiement, le village fut envahi par des gens des localités voisines, accourus pour se rendre compte de ce qui était arrivé, à la présence des carabinieri et du médecin qui préleva un échantillon du liquide qui avait coulé pour le soumettre à des analyses qui confirmèrent être des larmes humaines. Pour les habitants de Salaparuta, il s'agit de 2 miracles. Le premier concernait l'événement catastrophique du tremblement de terre, au cours duquel presque toutes les personnes réussirent à se sauver, excepté 19 personnes souffrantes et alitées. Le second fut représenté par les larmes du cœur de Jésus, une coïncidence qui fit réfléchir les gens. Aujourd'hui, à Salaparuta, il y a un groupe de personnes qui est resté lié à cette manifestation de culte et cherche à transmettre aux jeunes ce souvenir pour l'alimenter et ne pas le disperser. Aux caricaturi étaient associées par la fantaisie populaire des significations liées au vent impétueux qui soufflait là-dessus, ou bien aux terribles époques de famine et de pression féodale, ou également à la présence d'une mystérieuse main noire qui terrorisait les petits-enfants. Depuis toujours, on perpétue également la légende populaire de la sorcière qui demeurait dans le bois de Salaparuta où elle exerçait toutes ses obscures activités, y compris celle de faire disparaître les petits-enfants.
On raconte qu'un jour, les gens du village, fatigués de ce qui arrivait, décidèrent de la chasser. Avant de quitter le bois, la sorcière lança une grande malédiction. Jusqu'en 1625, la Strada Grande permit la communication de Salaparuta avec Alcamo, Borghetto et Palermo à travers une voie à travers champs. Ensuite, elle changea de nom et s'appela Via Grande, devenant une surface plane avec des caractéristiques de longueur et de largeur. Dans la partie initiale fut construite l'église de la Trinita, écroulée ensuite avec le tremblement de terre. Pendant la guerre, pour faciliter le passage des véhicules militaires, une arche adjacente à cette église fut démolie. Du côté opposé, elle se terminait avec l'église et le couvent des Capucins. En 1791, elle changea de nom et devint Corso Monsignore Vincenzo di Giovanni. À partir du Caricaturi et en remplaçant en partie la vieille route de la Ranta, elle permit de rejoindre plus aisément Poggioreale et elle se raccorda également avec l'église et le couvent des frères Capucins et avec le cimetière. Outre cette artère, il n'y avait pas d'autres routes carrossables, mais seulement des voies à travers champs, certaines d'entre elles royales. Une autre voie de communication était représentée par la navigabilité de la rivière Belice. Salaparuta croît culturellement en se dotant d'un théâtre où on sait avec certitude que les acteurs comiques Franco Franchi et Ciccio Ingrassia ont joué. Les lignes directrices de l'histoire de la ville furent tracées à partir du travail minutieux de Monsignore Vincenzo di Giovanni, président de la Storia Patria, auteur de nombreuses publications. Dans son habitation se trouva l'Annunciata de Antonello da Messina, que l'on croyait à tort l'œuvre d'Albrecht Dürer et qu'il obtint probablement au cours d'un de ses voyages. En 1906, après la mort de Monsignore, sa sœur la donna à la Galleria Nazionale di Palermo. En continuant sur le boulevard, on remarque les restes de l'agence du Banco di Sicilia. À l'origine, elle était située à Casa Ferrotti, domicile du ragioniere Antonino Crocchiolo. Pour avoir démontré efficacité et utilité pour le bien de la population, elle bénéficia d'une nouvelle construction sur le boulevard en mars 1963. Avant d'arriver au couvent des frères Capucins, à travers la Via Marconi, on arrive à la voie ferrée à écartement réduit qui provenait de Castelvetrano, construite pendant la Première Guerre mondiale. À la gare de Salaparuta Poggioreale, en 1922, arriva le premier train à travers le tunnel qui passait sous la ville. De la gare, il ne reste aucune trace, à part 2 tronçons de tunnel actuellement utilisés à l'intérieur d'un parcours de mountain bike et un tendre souvenir photographique du futur docteur Baldo Graffagnino, photographié par son oncle, le prêtre Baldassare. Nous continuons en compagnie de Patrizia Sant'Angelo, maire adjoint délégué à la culture, en direction de l'église et du couvent des frères Capucins, dont les travaux de construction commencèrent en 1725 et terminèrent définitivement en 1753. Un éboulement engloutit l'entière structure. Le nouveau couvent fut reconstruit en 1791. Il était constitué de longs corridors qui desservaient 15 chambres au rez-de-chaussée et 31 au premier étage. L'église, intégrée dans le corps du couvent, était à une seule nef à laquelle on accédait par un beau portail couronné d'une robuste corniche. De 1927 à 1963, il fut utilisé comme hôpital, puis comme école. De récentes rénovations l'ont reporté à la vie, grâce également à l'usage de structures métalliques. Sur l'étendue, devant la structure, on remarque une des 3 croix qui existent encore et qui, historiquement, caractérisèrent le village,
placées à l'occasion de missions sacrées. Une à Lo Spiazzo, sur la route pour Gibellina, une autre à Lucumento, sur celle pour Poggioreale, et la troisième sur l'esplanade à Tareddo, sur la route pour Santa Margherita del Belice. En sortant, à peu de distance du centre des ruines, on arrive au cimetière. Après avoir abandonné les sépultures à l'intérieur des églises, en 1890, en dehors de la ville, on construisit le premier cimetière avec un grand entrepôt derrière qui fut transformé par les Cammineci, famille d'origine palermitaine, qui, à Salaparuta, acheta plusieurs fiefs, une villa en style néo-gothique avec quelques voûtes de style mauresque et puis un moulin. Aujourd'hui, le cimetière présente des chapelles nobles et des monuments, des plates-bandes, des tombes et des services. De là, on peut observer le territoire environnant à la végétation verdoyante. Il existait 3 bois, celui de la Pergola, celui dénommé U Boschetto, qui appartenait au Gullo et actuellement complètement disparu, ainsi qu'un autre dénommé Cannamasca. En s'éloignant de quelques kilomètres, à mi-chemin entre Salaparuta et Poggioreale, se présente au regard la vétusté, la précarité et la valeur artistique de la petite villa de Crocchiolo, construite en 1886 par le commendatore Giuseppe Crocchiolo sur projet de l'architecte Palazzotto. Avant de retourner à Salaparuta Nuova, impossible de ne pas passer sur le pont du Belice, construit en 1931 pour jouir d'une vue magnifique. Des informations prises dans les registres ecclésiastiques attestent la présence de courants migratoires en 1860 et puis en 1902. On enregistre également des éloignements à cause de litiges entre les familles Crocchiolo et Gullo qui impliquèrent tout le pays. 2 histoires d'émigration méritent d'être rappelées. Girolamo La Rocca de Salaparuta, cordonnier, joueur de trompette passionné, et sa femme Vittoria Denasca de Poggioreale émigrèrent en Amérique en 1876. Famille de saints et héroïques principes, ils faisaient de tout pour défendre les droits et les intérêts des personnes de Salaparuta, résidents et émigrés. Chez lui, c'était toujours très gai, car outre Girolamo, tous les autres 5 enfants jouaient un instrument. Il en fut ainsi également pour Nick, qui, à la mort de son père, continua à s'occuper de musique, à tel point qu'il créa un genre nouveau, le jazz. En 1917, il enregistra à New York son premier disque et ce fut immédiatement un grand succès. La ville de Salaparuta le célébra avec un buste et un Memorial Day. On lui dédia également un prix international. À retenir 2 autres figures importantes de jeunes musiciens de jazz, toujours descendants de Salaparuta, Luis Prima, 1910-1978, et Léon Joseph Roppolo, 1902-1943. Une autre émigration motivée par des disputes entre familles fut opérée en une seule nuit par Paolo Ricca, forgeron et artisan de divers types de couteaux, stylets et serpes. L'auteur de la publication Il coltello antico siciliano Knives, le gémologue Paolo Adighieri, nous a aimablement fourni cette photo sur laquelle il est intéressant de s'attarder. Cette serpe typique de Salaparuta a un manche en corne de bouc, un système de déblocage à levier latéral à bague et partie finale cylindrique en laiton gravé. Elle mesure 30 cm et fait part de la Collezione Museo Adighieri, Arte Ricerca. En sortant de la ville neuve en direction de la Seggia di Luturco, l'archéologue Francesca Oliveri en raconte l'histoire. La légende de ce monolithe se réfère à la période de la domination arabe en Sicile.
Une première interprétation affirme qu'il pourrait probablement s'agir d'un standing stone, c'est-à-dire un mégalithe préhistorique. Pendant les travaux de nettoyage dans un camp de vacances en 2010-2012, on est arrivé à la base et constaté la présence d'entailles effectuées par l'homme. Au cours des siècles, on ne sait pas s'il était unique ou s'il y en avait d'autres dans les environs. On suppose qu'il aurait pu faire part d'un petit groupe de pierres semblables qui avaient un alignement astral connecté à l'archéoastronomie. Une autre interprétation est qu'il aurait pu faire part d'une structure plus grande qui s'est écroulée par la suite. La partie restée sur pied pourrait être l'entrée d'une tombe à dolmen, comme celle découverte il y a quelques décennies dans la contrée de la Pergola. Le creux, en guise de siège près du sommet, fut creusé successivement et utilisé par les Arabes. Il est possible que le site ait été le siège de l'émir arabe Abou al-Qasim, qui aurait pu avoir les fonctions de chef de la justice et de l'administration. Au contraire, d'autres considèrent l'éventuelle présence d'une mosquée et donc d'un calife qui aurait accompli des fonctions religieuses. De toute manière, aujourd'hui, il reste un monument solitaire, témoin du passé. À l'extérieur de la ceinture des ruines, une petite colline d'où on jouit d'une vue magnifique offre la possibilité de visiter une cuba dans la contrée Saint-Omenna. Giuseppe Stillone, propriétaire du terrain, en parle, se référant à ce qui a été écrit par le père Graffagnino. Nous sommes dans la période 1600-1700. La cuba était le refuge des piriatori qui opéraient sur ce territoire riche en perrières, c'est-à-dire en carrières de pierre d'où était extrait le tuf pour bâtir. À l'intérieur, ils dormaient sur un grabat de paille et ils se restauraient dans les pauses de travail. Il y avait un foyer et un endroit prédisposé à accueillir des marmites en terre et des ustensiles de cuisine. Bien que la route de retour n'était pas très longue, il était d'usage de rester sur les lieux pour toute la période d'extraction de la pierre. C'est une construction dotée de voûtes qui servait à amortir les effets dévastateurs des secousses, surtout ondulatoires. Les pierres, appuyées une sur l'autre, se retiennent toutes seules. En observant la disposition des pierres, on peut remarquer deux interventions réalisées par des mains différentes à des moments différents. La construction est imputable à 2 maîtres appartenant aux familles Squadrito pour la partie basse et Stabile pour la partie haute, tous deux du pays. De toutes les cubas qui existent dans ce territoire, c'est la seule complète, les autres n'existent presque plus, sinon sous forme de ruines, comme celle qui se trouve dans la contrée Pergola. L'archéologue Francesca Oliveri confirme que les fouilles, en général, n'ont pas permis, malgré la foi à Tholos et les comparaisons avec des structures similaires en Sicile orientale, de démontrer l'utilisation funéraire, car depuis longtemps, les tombes qui contenaient des familles entières avaient été démontées et libérées par qui aurait dû les utiliser pour d'autres buts. Et d'ajouter que la cuba dénommée Stillone, du nom du propriétaire du terrain où elle se trouve, a été l'objet de fouilles et d'explorations en 2012 à l'occasion d'un camp de vacances réalisé par la Direction des biens culturels et de l'environnement de Trapani afin d'en étudier la datation, chose non simple à cause des différents réaménagements exécutés au cours des temps. Sûrement, certaines d'entre elles ont dû donner refuge aux déportés échappés au déplacement forcé voulu par le gouvernement espagnol à la fin du XVIIe siècle, quand fut fondée la ville voisine de Poggioreale. En est témoin une inscription qui se trouve dans une cuba de la contrée Santa Rosalia. Pas tous appréciaient ces déplacements, un travail très fatigant et peu rétribué. Pour cette raison, ils fuyaient traversant la campagne où ils trouvaient ces structures qui existaient depuis longtemps déjà en tant que modèle de tombe préhistorique Tholos.
En époques successives, elles furent découvertes par des paysans et des bergers qui les adaptèrent à leurs propres nécessités. Cette constatation, plus anthropologique qu'archéologique, souligne un attachement culturel à un modèle en mesure de transformer une tombe en un local qui puisse être destiné à l'entreposage d'outils agricoles, comme abri contre les intempéries, ou bien pour se cacher, pour mieux découvrir des approches inopportunes et se sentir plus en sécurité. Sur le mont Porcello, l'architecte Giuseppe Verde en aurait, à ce qu'il dit, identifié 9. Dimanche 14 janvier 1968, à 13h29, le repas que tous avaient préparé fut consommé par peu de personnes car les secousses firent sauter en l'air marmites, assiettes, tables, cuisine, chaises et avec elles sérénité, économie et aussi malheureusement des vies humaines. Les opérations de sauvetage furent confiées aux maires, préfets et ministres. Les intempéries des jours successifs rendirent indispensable de monter des tentes dans la zone Piano della Pietra. Il n'est pas facile de narrer ce qui s'est passé à l'intérieur des tentes. Il est plus facile d'imaginer comment a pu être vérifiée la perte d'intimité entendue comme forme de dignité. Il manquait toutes sortes de choses. L'eau en faible quantité, peu d'installations sanitaires et de vêtements à se mettre. En raison des conditions difficiles dans lesquelles se trouvaient les personnes évacuées, peu de temps après, on construisit des baraques dans la zone dénommée Piano delle Pile pour être utilisées 2 ou 3 ans au maximum. Au lieu de quoi, elles furent occupées pendant 18 longues années, l'âge que Rosolino Monti de Belmonte Mezzagno dans la province de Palermo aurait eu le 24 septembre de la même année. Le 10 mai 1968, il mourut par asphyxie à cause d'une décharge électrique provoquée par une bétonnière. Il était en train de participer à la construction du camp pour les réfugiés. À partir de 1972, la nouvelle Sala Paruta fut édifiée avec des caractéristiques modernes près la Contrada Cusumano, à 170 mètres au niveau de la mer. De nouveaux édifices publics et de nouvelles habitations furent créés avec des places spacieuses et des routes carrossables qui s'alternent avec des rues piétonnes. La phase principale de la reconstruction fut terminée autour de 1985. Dans la nouvelle ville, il est opportun de visiter les 2 églises où sont conservées les œuvres d'art récupérées des décombres. L'église mère a un plan à éventail particulier et une façade réalisée à travers un échafaudage de piliers dédié à Sainte Catherine Vierge et Martyre, projeté par Gaetano Averna avec une intervention successive de Luigi Giocondo. À l'entrée, la statue, qui pour certains spécialistes pourrait être celle de la reine Blanche de Navarre et pour d'autres le simulacre de Santa Caterina d'Alexandrie. À l'intérieur, un bénitier, les fonds baptismaux, le précieux crucifix de Fra Benedetto Valenza de 1755, placé sur l'autel majeur, et la pierre peinte qui représente la Vierge à l'enfant, vénérée comme la Madonna del Piranio, miraculeusement retrouvée, d'après la tradition, au XVIe siècle, par une femme dénommée Beatrice qui lavait le linge dans un torrent. Sont également présents les tableaux qui représentent les saints Côme et Damien et Saint Louis, roi de France. L'église de la Trinita, dessinée par l'architecte Vito Corte, a une structure simple et linéaire, précédée par un grand parvis.
À l'intérieur, on y trouve les statues en bois de la Sainte Vierge et du Christ ressuscité de la fin du XVIIIe siècle, œuvre de Girolamo Bagnasco, le groupe de statues conduit en procession de la Madonna del Piranio avec Saint Jean-Baptiste et Saint Niccolò di Bari, la statue de la Madonna dell'Assunta, la Dolorata et le Christ sur la croix, Sainte Rita Zaccacia et Saint Joseph. Un autre monument, objet de visite, est le monument aux morts en guerre de 1926, récupéré des ruines et voulu par une des communautés d'immigrés de Brooklyn. D'autres communautés originaires de Salaparuta existent en Australie et en Argentine. Certainement, le tremblement de terre réduisit à néant la structure socio-économique de la ville qui vit dans les phases successives des campements, des baraquements et de la reconstruction, une occasion de développer de nouvelles formes de relations sociales, de règles de logement, à l'enseigne du partage et de la croissance. Mais il ne faut pas oublier l'identité et l'histoire de ces gens et de leur propre pays. Cette production est dédiée non seulement aux gens de Salaparuta qui vivent aujourd'hui sur le territoire ou bien de par le monde, jeunes ou moins jeunes, qui ont acquis l'expérience du tremblement de terre ou en ont simplement entendu parler, mais également à la mémoire des 19 vies anéanties sous les pierres et au sacrifice de Rosolino Monti. Salaparuta a été marquée par le tremblement de terre et les migrations, humiliée par une reconstruction peu attentionnée par rapport au bagage culturel, lente et pleine de points critiques. Au cours du temps, les gens se sont unis face aux difficultés, poursuivant le désir d'avoir à nouveau leur propre maison. Aujourd'hui, ils se trouvent face à une réalité de désolation physique et culturelle, et le risque est de perdre définitivement leur identité. Voilà pourquoi connaître l'histoire peut favoriser la réappropriation définitive de leurs racines identitaires.